Le MCU est un univers cinématographique dont le lore est vaste et riche, à tel point que certains films et certaines séries laissent intentionnellement des zones d'ombre sur certains éléments de l'histoire, alors que ces mystères sont pourtant centraux quant à la construction de la saga. J'avais consacré il y a quelques années des vidéos mélangeant fiction et théorie pour aborder deux grandes intrigues laissées à la libre interprétation des spectateurs. Une première parlant de la quête d'Odin et des pierres d'infinité, basée sur une théorie d'Hirosef, et une seconde abordant le voyage dans le temps de Captain America pour ramener les pierres de l'infini de Avengers Endgame. Ces vidéos, en plus d'avoir eu de super bons retours de votre part, ont été particulièrement plaisantes à réaliser. Naturellement, ça faisait donc un petit moment que je cherchais à vous en proposer une, mais je ne trouvais rien d'intéressant qui puisse être exploré. Mais tout ça, c'était sans compter la série Loki, qui, au début de la phase 4 du MCU, nous a introduit ce qui devait être la prochaine grande menace des films Marvel, Kang le Conquérant et ses variants. Cela a commencé en saison 1 avec l'apparition au dernier épisode de Celui qui demeure, un variant de Kang caché à la citadelle à la fin des temps et qui est littéralement celui qui décide de comment s'écoule le temps dans le MCU et donc qui en écrit les événements. Les Avengers affrontent Loki et les Chitauri dans la dantesque bataille de New York en 2012, c'est Celui qui demeure qui l'a voulu. Les Avengers voyagent dans le temps pour inverser l'éclipse provoquée par le Titan Fou et les pierres d'infinité, c'est Celui qui demeure qui l'a écrit. Iron Man se sacrifie pour vaincre Thanos, c'est Celui qui demeure qui l'a décidé. On découvre au passage que le temps est en fait un flux, une sorte de tronc d'arbre que l'on peut laisser évoluer naturellement, créant l'émergence de nouvelles branches, c'est-à-dire de nouveaux flux temporels, des réalités alternatives dans lesquelles l'histoire diverge de l'histoire principale que nous suivons à travers les films depuis plus de 15 ans. Mais ça, ce n'est pas au goût de Celui qui demeure, qui, depuis la citadelle à la fin des temps, gère une instance se trouvant en dehors de l'espace et du temps, le Tribunal des variations anachroniques, le TVA. Le TVA a une mission simple, élaguer le flux temporel pour empêcher l'émergence de nouvelles branches. Si cela peut paraître radical aux premiers abords, il n'en est rien, puisque Celui qui demeure protège en réalité le multivers de la plus grande menace que celui-ci peut engendrer, lui-même. La série Loki nous explique alors brièvement comment Celui qui demeure a réussi à se hisser sur le trône. Il a découvert l'existence du multivers et au même moment, d'autres versions de lui faisaient la même découverte. Ils se sont entendus pendant un temps, ont échangé savoir et technologie pour améliorer leur monde respectif, jusqu'à ce que des variants avides de pouvoir tentent de conquérir les autres réalités, provoquant une guerre multiverselle où chaque variant protège son monde. Et parmi eux se trouve celui qui, à la base, devait être la prochaine grande menace du MCU, le boss final pour les prochains films Avengers, un être humain issu du 31e siècle et qui a pour ambition de conquérir toutes les réalités du multivers dans la tyrannie la plus totale, Kang le Conquérant. Lors de la guerre du multivers, Celui qui demeure rencontre alors une créature née des différentes déchirures de réalité provoquées par le combat entre ses variants, Alioth, un concentré d'énergie pure capable de supprimer le temps et l'espace purement et simplement. Après l'avoir militarisé, il s'en servit pour mettre fin à la guerre, isola le flux temporel en une seule branche et créa le TVA pour s'assurer que plus jamais aucune autre branche alternative n'émerge. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Le personnage se laisse délibérément tuer par une variante de Loki à la fin de la saison 1, s'estimant trop fatigué et trop vieux pour continuer à superviser l'éternel flux temporel et le TVA, et ayant désigné Loki pour le succéder. Nous obtenons quelques informations supplémentaires sur Celui qui demeure dans la saison 2, mais pas de quoi nous en apprendre plus sur comment s'est passée toute cette histoire dans les détails. C'est donc cette intrigue que je vous propose de revisiter. Le visionnage des 2 saisons de Loki est donc absolument nécessaire pour comprendre toutes les références et explications que j'ai essayé d'apporter. Cette vidéo théorie-fiction est plus conséquente que les 2 précédentes. Elle a demandé beaucoup de temps et d'énergie pour être produite, donc déjà, merci à vous d'être là pour découvrir tout ça. Et ensuite, permettez-moi de vous présenter le partenaire du jour qui soutient la chaîne pour cette vidéo, Oli.
Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes, mais en mieux du point de vue de la santé et de l'écologie, le tout made in Europe. Pour en boire, rien de plus simple. Un shaker que vous remplissez d'eau et que vous mélangez à des sachets en poudre avec le goût de votre choix, composé à partir d'arômes et de colorants naturels. C'est la meilleure alternative au soda traditionnel puisque vous n'y trouverez aucune trace de sucre, c'est rempli d'antioxydants et de vitamines et ça fait aussi office d'alternative pour les boissons énergisantes où la taurine, un agent dopant qui a trop grosse dose peut devenir néfaste, est remplacé par une caféine cristallisée qui fait effet sur plusieurs heures, contrairement à la caféine classique. En plus de mieux vous hydrater, ça a un côté plus pour l'écologie, puisque un pot avec le goût de votre choix, c'est l'équivalent de 50 canettes. Vous avez juste à nettoyer votre shaker et c'est reparti pour un tour. Vous pouvez tester Oli en choisissant un des packs découvertes contenant un shaker et 7 goûts différents, les Energy Drinks. Il y a une grande variété de saveurs dispo sur le site, et avec mon petit code promo ProfMarvel5, vous bénéficierez de 5€ de réduction sur votre commande. J'ai personnellement testé un pack découverte qu'ils m'ont gentiment envoyé, et je dois avouer que c'est en effet rapide à faire et ça rebooste quand on a un coup de barre. Perso, je connaissais déjà la marque et je les remercie de m'avoir offert l'opportunité de tester leurs produits, parce que je suis un gros consommateur d'Ice Tea. Je vous invite donc fortement à tester la marque par les packs découvertes. Vous trouverez dans la première ligne de description et le commentaire épinglé le code promo ainsi qu'un lien qui vous redirigera directement vers le site pour vous lancer dans l'aventure, et ça vous permettra au passage de grandement soutenir la chaîne. Sur ces bonnes paroles, bonne écoute à vous tous. 29 décembre 3068. Mise à jour du journal de bord. Si quelqu'un m'écoute, je me représente, je suis Nathaniel Richards. Voilà maintenant quelques mois que moi et Rebecca avons été nommés majors de notre promo. Mais là où il ne s'agit que du premier diplôme de ma partenaire, pour ma part, il doit s'agir de mon 8e, ou de mon 9e, je ne sais plus. Ingénierie de l'espace, physique quantique, cosmologie. Les doyens ne doutaient pas de ma réussite, eux qui ne voient qu'en moi une réincarnation de mon ancêtre et fondateur de l'université Baxter, Red Richards. Mais cet héritage, c'est loin d'être un cadeau. J'ai certes bénéficié du génie et des connaissances de mes aînés, mais en contrepartie, j'ai attiré le mépris de mes pairs. Nombreux sont ceux qui rêveraient de prendre le contrôle des filiales liées à la fondation Baxter. Après tout, notre famille n'a jamais manqué d'ennemis, tous plus avides de pouvoir et manipulateurs. Mais je ne m'intéresse pas au leadership de l'empire familial. Tout ça, c'est bon pour mon père. Et même si je reste intellectuellement supérieur à tous les gens que je rencontre, j'ai toujours essayé de mener une vie humble et modeste. Sans Rebecca, j'y serais pas parvenu. Parce que c'est quelqu'un de simple, et quelqu'un qui est capable de prendre du recul sur la folie de mes grandeurs. Initialement, je ne vis que pour la science, et je brûle de la même passion que Reed et son équipe à son époque. Mettre notre intelligence et nos capacités au service de la science pour le bien commun, c'est ça qui m'anime. Rebecca m'a cadré pour que ma passion ne dévore pas mes relations sociales. Et pendant que mes détracteurs pensent que je suis en train de dispenser des cours et de côtoyer les génies de mon ère à des réceptions somptueuses, eh bien je suis seul dans l'Ohio, enfermé dans le bureau de ma maison, à expérimenter des théories que mes pairs trouvent trop farfelues et dépassées. Théorie des cordes, réalité multidimensionnelle, déplacement de la matière. Dans un jargon moins scientifique, on appelle ça le multivers, dont on ne connaît pas grand-chose au final. Enfin, ça, c'est ce qu'on a essayé de faire croire au monde entier. Il y a très précisément 1045 ans, en 2023, les légendaires Avengers vainquirent Thanos et son armée sur les ruines de leur quartier général. D'après l'ouvrage Look Out for the Little Guy de Scott Edward Harris Lang, les victimes de Thanos auraient été ramenées au moyen d'un premier claquement de doigts de Hulk équipé des 6 pierres de l'infini. Le titan fou, lui, a ensuite été réduit en poussière par un autre claquement de doigts, cette fois celui de Tony Stark. Pourtant, 5 ans auparavant, Thanos utilisait ces mêmes pierres pour nous annihiler. Personne ne s'est demandé comment Thanos avait-il pu perdre les pierres, lui qui avait terrassé les Avengers des années plus tôt. Personne ne s'est demandé ce qu'ont fait les Avengers avec les gemmes une fois le titan fou vaincu par le sacrifice d'Iron Man. Et qu'en était-il de Captain America qui, du jour au lendemain, avait disparu sans qu'on nous explique vraiment s'il était mort ou non? Les gens du commun se posent ces questions sans jamais creuser, se contentant de théories du complot en tout genre. Ceux qui sont un peu plus curieux par contre, se demandent pourquoi personne n'est en mesure de répondre à ces questions, et pourquoi gardons-nous des secrets autour de tout ça. Ces réponses sont transmises dans ma famille de génération en génération, à chaque passation de pouvoir pour la fondation Baxter.
Après la victoire des Avengers, les plus puissants des méta-humains se sont réunis pour créer un groupe secret appelé les Illuminati. Leur but était simple, prendre les lourdes décisions pour tout le monde et en assumer les conséquences pour le bien de tous. Parmi ces décisions, ils avaient décrété que le monde n'était pas prêt pour la technologie du voyage dans le temps. Ils pensaient que les risques auraient été trop grands et que notre univers finirait détruit à cause d'hommes trop avides de leur pouvoir. Tout ce qu'il reste des traces du voyage dans le temps, ce sont de vulgaires débris de la machine à voyager dans le temps, jalousement gardés dans les salles les plus sécurisées du Baxter Building. Même aujourd'hui, même après toutes les avancées et les progrès dans tous les types de domaines possibles, personne n'a su recréer une telle machine, et personne ne s'y intéresse puisque la majorité du monde pense qu'il est encore purement et simplement impossible de voyager dans le temps. Personne ne sait que Captain America a disparu après avoir ramené les gemmes dans le passé et qu'il a terminé sa vie en tant que vieillard. Quand j'atteins l'âge qui me permet de découvrir les nombreux secrets de ma famille et des Illuminati, dont Reed Richards faisait justement partie, c'est bien toute cette histoire qui me fascina le plus. Tony Stark avait trouvé la formule et le moyen technologique de fouler le flot du temps. Il avait ensuite, à l'aide des Avengers, extrait les gemmes de l'infini à différents points du temps, puis les avait reposées à ces mêmes points pour ne rien perturber grâce à un bracelet dont lui seul possédait le secret de sa conception. Aujourd'hui, seul moi et mon père savons cela. Et un jour, mon fils, quand j'en aurai un, et qu'il aura l'âge de le comprendre. Ça me fait l'effet d'un lourd fardeau, dont je meurs d'envie de révéler l'existence. Mais si les Illuminati et les Avengers avaient décidé d'en garder le secret, ce n'était pas responsable d'écouter mes envies profondes et de potentiellement briser le monde. Non, je suis le gardien de la paix, celui chargé de protéger l'humanité. Si mes gènes me destinent à cela, je ne peux pas me résoudre à confier le destin de l'univers à qui que ce soit. Me voilà bien tiraillé, moi qui prétends vouloir vivre humblement et modestement. Modestement. Comme Rebecca. Peut-être que elle comprendrait. Après tout, c'est la seule qui m'ait jamais comprise. La seule en qui j'ai confiance. 3 septembre 3097, mise à jour du journal de bord. Au lendemain de cette lointaine nuit d'hiver, je me suis rendu au Baxter Building. Non pas pour y voir mon pauvre père qui était encore plongé dans ses expérimentations au laboratoire, mais bien pour examiner ses reliques du passé et en comprendre le fonctionnement. Avec nos moyens actuels et mes talents, je pense être apte à reconstruire le bracelet de Tony Stark. En toute logique, tous les bracelets utilisés par les Avengers avaient été aussi conservés ici. Je m'en souviens limpidement. Ah, je le savais, il est quasiment comme neuf. Je suppose que papa ne m'en voudra pas si je l'emprunte pour analyse. Détection, intrusion. Veuillez vous identifier. Nathaniel Richards. Bonjour, monsieur Richards. Vous n'avez pas le niveau d'accréditation nécessaire pour retirer cet objet. Veuillez quitter la salle. Déclenchement de l'alerte dans 30 secondes. Bon, je vais me contenter de regarder alors. La structure et les matériaux utilisés ont l'air somme toute assez basiques. Ici, il y a un compartiment circulaire vide. C'est pas un point de charge. Peut-être une source d'énergie ? Quel genre d'énergie on mettrait dans un bracelet pour voyager dans le temps ? Matière noire ? Énergie quantique ? 10 secondes. Ça va, je sors. Tiens, et si j'allais voir mon père ? Après tout, qui sait s'il n'a pas encore quelques secrets, lui qui a le niveau d'accréditation suprême. Ma démarche fut la bonne, puisque, en plus de rendre un père heureux par la visite de son fils, je passa la soirée avec lui, à discuter de ses histoires, maintenant devenues légendes pour certaines. Et qui de mieux que de partager mon amour pour la science qu'avec celui qui me l'a transmis. Après 1 heure ou 2, je me risquais l'air de rien à le questionner sur les objets que l'on gardait ici. Il fallait amener la chose subtilement. Très vite, j'appris que le compartiment vide du bracelet servait à accueillir des fioles de particules PIM. Le lien avec le monde quantique et le fait que l'on sache que le temps s'y déroule de manière apocalyptique, c'est ça la clé manquante. Même si mon père ne me parla pas de mes recherches, son discours me faisait comprendre qu'il avait clairement deviné mes intentions. Difficile de berner l'esprit aiguisé qui a aiguisé le mien. Néanmoins, nous partagions tous deux ce désir de résoudre les mystères de notre univers. Alors il ne me mit pas en garde, mais ne me conseilla pas non plus. Et ce fut la dernière conversation que j'eus avec lui. Après sa mort, j'obtins la totalité des ressources de la Fondation Baxter et puis explorer ce qu'il restait des bases de données cryptées de Stark Industries.
Et, cerise sur le gâteau, recréer les particules PIM. Plus que jamais, la flamme qui brûlait en moi me fit croire que je n'étais plus qu'à quelques semaines de recréer le voyage dans le temps et d'accéder au multivers. Mais je me trompais lourdement. Cela dura des mois, des années, des dizaines d'années. Presque 30 ans pendant lesquels je ne parvins jamais à recréer ce que Tony Stark avait conçu. Seules les particules PIM n'étaient plus un problème depuis longtemps, car la compréhension scientifique que nous avions du monde quantique était bien supérieure à celle d'il y a 10 siècles. Si cet échec m'avait bien appris une chose, c'est qu'on n'égalait jamais les génies qui nous ont précédés. C'est à nous seuls de forger notre légende. J'abandonna bien assez vite le design du bracelet et opta pour une machine de la largeur d'une voiture. Erreur. Inutile. Il fallait que ce soit plus discret, plus facile à cacher. Combien de mes confrères s'étaient déjà fait cambrioler car leur invention était trop peu discrète ? Il fallait que ce soit quelque chose que je puisse constamment avoir sur moi, comme un téléphone ou une tablette. Tous ces travaux et le fruit de ma réflexion devinrent un flot d'informations astronomiques que même mon cerveau n'était plus capable d'emmagasiner. Il me fallait quelque chose pour centraliser toutes mes idées, et quelque chose de loin de toutes ces technologies qui me donnaient trop mal au crâne au fur et à mesure que je vieillissais. Au détour d'un double whisky avec Rebecca, où nous parlions de nos recherches respectives, cette dernière me conseilla de tout coucher à l'écrit dans un simple carnet. Je me rendis alors dans la boutique d'un modeste libraire. Il était lui aussi le descendant d'un illustre écrivain et physicien des années 90, je crois. Années 90 du XXe siècle, précisément. Le libraire en question vendait les derniers exemplaires des œuvres de son ancêtre, les Fils de Yoren et le Contingent de Zartan. Cette boutique sentait le vieux livre, et tout était coloré de vert et de blanc. C'était atypique, c'est le moins que l'on puisse dire, mais ce ne sont pas les ouvrages de cet homme qui m'intéressaient. Non, juste ce carnet. Assez grand pour y crayonner tout le flot de mes pensées. Sa couleur orange me plaisait, sans que je sache expliquer pourquoi. Il fallut quelques années de plus pour que la complexe symphonie de théories et d'équations soit réunie dans ce carnet qui me servait de guide et qui m'aida à concevoir mon premier générateur de portail temporel. On était bien loin de tout ce qu'avaient inventé les Avengers à la base. Je n'étais pas capable de recréer le bracelet, et il y avait également cette machine, dont il ne subsistait que les débris. Je préférais partir de zéro que de recréer quelque chose qui ne m'appartenait pas. Quelque chose qui serait à l'image de mon génie. Je me souviens d'un soir où j'étais dans mon bureau, parsemé d'anciens mobiliers, de matériaux nobles et robustes, l'odeur de mes vieux livres dans la bibliothèque, un feu de cheminée, le service de thé doré mais usé par le temps, des grandes bougies blanches et une corbeille de pommes vertes. Cet endroit était un lieu propice pour laisser parler ma créativité. Ce soir-là, c'est dans cet endroit que le fruit de mes travaux connut une avancée plus que satisfaisante. Je baptisais le dispositif nouvellement créé le pad temporel, capable de se passer de la formule PIM et d'utiliser directement l'énergie environnante pour manipuler le chaos du monde quantique. Mais ce n'était pas suffisant. Manipuler le chaos, oui, mais créer des points d'entrée et de sortie à des moments précis de ce chaos, c'était une toute autre histoire. Bientôt, je sortis de ma petite maison à Cleveland pour aérer mon esprit au détour d'une balade nocturne, accompagné de ma vieille lanterne. Après avoir appliqué la valeur propre d'une particule sur un ruban de Mobius inversé, le tout en prenant en compte la décomposition spectrale et en résolvant le paradoxe EPR, je fus capable de voyager où je le souhaitais dans le temps. Ma première pensée alla pour cette vieille librairie où j'avais acheté le petit carnet. Je quittai alors la petite route de campagne, une des rares qui existait encore dans les environs, et ouvris mon premier portail temporel. Il était saccadé, et Dieu merci, personne n'était dans le coin pour voir ce que je m'apprêtais à faire. Quand je l'eus franchi, le pad analysa l'aura temporelle ambiante avant d'afficher la valeur 2022. J'étais revenu au même endroit, 1075 ans en arrière. Il y avait plus de végétation, mais paradoxalement, la lumière était beaucoup plus visible. La température, plus agréable aussi. Il y avait même plus d'habitations. Je repérais au loin dans un jardin un homme et ses 2 enfants. Il leur courait après et eux riaient. Quelle étrange sensation. Ayant maintenant tout le temps devant moi, je décidai de rester ici et de simplement observer le quotidien de cet homme. Nos mœurs et nos habitudes étaient forcément différentes, et cela faisait bien trop longtemps que j'avais été happé par ma vie de scientifique. Trop longtemps que je n'avais pas côtoyé les gens du commun. Rebecca me disait que c'était essentiel pour garder toute sa tête, que de savoir apprécier les choses simples. C'est ce genre de vie à laquelle je voulais aspirer après ma retraite, loin de la fondation Baxter, avec mon futur fils. J'appris assez vite que le sujet de mes observations se nommait Don. Il travaillait chez Piranha Power Sports,
un magasin de jet-ski dont il semblait passionné, et il était divorcé, élevant ses enfants seul. Il appréciait les emmener dans un fast-food appelé McDonald's. Il prenait toujours et inlassablement la même chose, une part de tarte au citron vert. Quel goût bizarre pour une pâtisserie. Mais j'appréciais ce Don. Il était droit dans tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait. Il semblait quelqu'un de loyal et ne manquait jamais d'assumer ses convictions. Ma curiosité était comblée, mais ce n'était que temporaire. J'avais une soif de connaissance, une volonté de tout voir et de tout savoir. Se balader dans le temps, c'était une chose, mais comment tout savoir ? L'univers existait depuis si longtemps qu'il était impossible de tout savoir. Du moins, pas seul. Pas avec mes moyens actuels. Si je voulais avoir un contrôle absolu des faits, il allait falloir créer une immense base de données dans laquelle tout consigner, parce que le savoir, c'est la connaissance. Si je savais tout de l'histoire et de tout ce qui m'entoure, si je devenais omniscient, omnipotent, je pourrais faire en sorte que notre futur soit radieux. J'avais compris que je pouvais voyager dans le futur, et donc qu'il était déjà écrit. Mais si je changeais le cours des événements, je pouvais théoriquement tout réécrire. Devenir celui qui décide. Je me demandais alors, mais si le futur existe déjà, quelle forme prend le temps ? Celui-ci doit forcément exister matériellement. Il me fallait trouver un moyen pour m'en extraire. M'extraire du temps et arriver à en déterminer sa forme pour mieux le manipuler. Si Rebecca m'avait entendu ce jour-là, elle aurait tenté de me dissuader. Mais plutôt que de me confier à elle, je créai dans un premier temps une intelligence artificielle, capable de m'assister et de faire le ménage dans mon esprit, et à me cadrer, tout comme le faisait Rebecca autrefois. Au départ, il ne s'agissait que d'une simple IA avec qui je faisais des parties d'échecs. Mais je la fis évoluer et m'inspirais de la personnalité de Rebecca pour avoir quelqu'un avec qui réellement discuter, sans l'impression d'avoir à parler à une machine. Mais je n'étais pas fou. J'avais décidé de ne lui donner ni corps ni nom, parce que je savais qu'à terme, elle serait bien trop avancée pour que je distingue clairement son origine artificielle et l'être humain dont elle pouvait dangereusement se rapprocher. Dans un second temps, nous créâmes une technologie qui surpasserait la machine à voyager dans le temps des Avengers. La leur permettait de plonger dans la dimension quantique et de se déplacer à travers le chaos, tandis que la nôtre nous permettrait d'en dépasser les frontières. Mon IA me fit vite comprendre que ma seule option était de recréer. J'essaya de travailler à partir des débris gardés au Baxter Building, mais il s'agissait plus de vestiges que d'une vraie base pour mon travail. Il me fallait donc retrouver les schémas qui avaient servi à fabriquer la machine des Avengers. À l'image de ces derniers, j'organisais donc un casse temporel, avec un cambrioleur capable de s'infiltrer dans leur QG en 2023 et de repartir en toute discrétion. Ah, si Rebecca avait su tout ça, toutes ces années passées à travailler sans relâche. Nous avions construit notre jeunesse dans un monde où tout était à découvrir. À cet instant, il n'était pas encore trop tard. Nous avions tous les deux la cinquantaine, et nous n'étions pas si éloignés géographiquement. Elle était devenue directrice du lycée Roosevelt à Fremont, à 1 heure de route d'ici. Elle avait respecté son ambition de vie modeste, tandis que moi, je n'avais pas su échapper à la folie de mes desseins. Peut-être que je pourrais tout lui dire. 18 septembre 3097, mise à jour du journal de bord. J'ai renoncé à tout avouer à Rebecca. Je n'ai pas été muet pendant presque 30 ans pour tout gâcher au moment où je m'approchais du but. Et imaginez le choc de sa réaction. Je devais la préserver. Je suis celui qui sait. Le destin de tous les êtres de l'univers a plus de valeur que la confiance que je te porte, ma très chère Rebecca. D'autant plus que tu restes humaine, contrairement à mon IA. Même si elle est en partie toi, c'est moi qui l'ai conçue et programmée. C'est une merveille. Alors résolu à achever mon entreprise, je recherchais à travers l'histoire les profils les plus intéressants pour récupérer les plans. Quelqu'un qui ne poserait pas de questions et qui avait tout à gagner. Mon choix se porta sur un certain Frank Morris, un homme mondialement connu pour s'être échappé de la prison de haute sécurité d'Alcatraz en 1962, à l'aide de 2 comparses, et qui n'ont jamais été retrouvés. C'est le profil idéal. Une fois les préparatifs terminés, j'ouvrais un portail temporel vers la nuit du 11 janvier 1962.
J'y fis la rencontre de Frank et de ses complices, puis je les ramena à mon époque. Il ne fut pas difficile de les manipuler tellement ils étaient démunis. Ils étaient prêts à avaler n'importe quoi, même qu'un illustre inconnu puisse venir du futur pour les extraire de leur temporalité, tant que ça leur permettait de repartir de zéro. C'est grotesque. Après avoir échafaudé notre plan d'infiltration du QG des Avengers, j'ouvris un portail temporel vers l'année 2023, à la veille de l'arrivée du combat de Thanos. Tout le monde dormait à point fermé, et je n'eus aucun mal à endormir leur système de sécurité, trop archaïque pour résister à ma technologie actuelle. En à peine 15 minutes, j'étais l'heureux propriétaire des plans de la machine la plus puissante du monde. Je renvoyai ensuite le trio dans sa temporalité, et l'histoire suivit son cours pour eux. Personne ne pourrait croire que quelqu'un est venu du futur pour les kidnapper puis les ramener. Il me fallut ensuite voler quelques réacteurs arc, ici et là dans le temps, pour avoir une quantité d'énergie suffisante à la construction. Je vous passe tout le côté ingénierie et théorique de ma nouvelle machine. Tout ce que vous devez retenir, c'est que je suis parvenu à créer ce qui allait me permettre de m'extraire du temps. Je baptisa mon invention la sphère du temps. Alimenté par un noyau surpuissant, ce vaisseau pouvait m'envoyer à l'image du pad temporel à n'importe quel point du temps. J'avais soigneusement étudié mon voyage. Quel impact cela aurait sur mon corps et sur ma santé mentale? Quelle quantité d'énergie serait nécessaire? Et pourrais-je revenir? J'avais pour l'occasion une combinaison qui serait capable de me protéger de la dimension dans laquelle je m'apprêtais à rentrer. D'après mes calculs, les taux de radiation seraient si énormes que je finirais pulvérisé assez vite. La sphère, comme connectée à mes pensées, s'activa et me propulsa au seul point qui me permettrait de dépasser les frontières du chaos, la fin des temps. Je m'attendais à tout sauf à ça. J'avais beau avoir anticipé tous les scénarios possibles, jamais je n'aurais pu visualiser cette courbe d'un bleu éclatant, et toutes ces branches. Et d'ailleurs, que représentaient toutes ces branches? Comment savoir où se trouvait mon époque? Ce flux était si vaste que je n'en percevais ni le début ni la fin. En regardant les constantes de ma combinaison, quelque chose clochait. Il y avait du rayonnement temporel tout autour du flux, mais je n'étais pas assez proche pour qu'il ronge ma tenue. Je me risquais alors à désactiver ma visière en nanoparticules. Je pouvais respirer. La température ambiante était agréable, ma vue n'était pas perturbée. J'étais debout, sur un astéroïde troué et envahi par d'étranges racines dorées. Avec ma sphère du temps, je m'approchai un peu plus du flux et en analysa l'aura temporelle. La branche centrale était une sorte de corde, dont les filaments étaient entrelacés entre eux et allaient indubitablement dans la même direction. Plusieurs flots du temps, suivant le même cours. Les branches qui dérivaient de la corde principale, quant à elles, étaient en fait d'autres flux, logiquement des moments modifiés de l'histoire qui amènent cette dernière à prendre un chemin alternatif. Quand Captain America a ramené les pierres d'infinité et qu'il était reparti pour vivre avec Peggy, il avait sans doute créé l'une de ces branches. J'ai dû moi-même en créer une avec Frank et les réacteurs arc. Le multivers était donc bien réel. Et si je naviguais dans l'infinité de cette dimension, je suis intimement persuadé que je trouverais d'autres flux temporels, avec d'autres branches. Alors que l'excitation et la joie de voir mes théories se prouver sous mes yeux prenaient le dessus sur mes émotions, ma sphère temporelle répertoriait sur le flux des aberrations. Des voyages temporels, oui, mais qui créaient des branches dissonantes, se collisionnant les unes aux autres. Des trillions de vies détruites en un instant. Des incursions du flux temporel. Tout d'un coup, ma vie sur Terre et dans ma temporalité me parut si dérisoire face à l'immensité du chaos au-delà du chaos. Il y avait de quoi devenir fou. La première chose que je cherchais, c'est de voir s'il y avait des aberrations dans ma propre temporalité. S'il y avait des univers alternatifs, alors il y aurait tôt ou tard d'autres moi qui découvriraient le flux. Je ne pouvais pas prendre le risque que ma réalité soit détruite. Et une aberration, il y en avait bien une. Une aura temporelle qui n'était pas censée être présente à cette époque et qui, tôt ou tard, finirait par provoquer la destruction de mon flux. Je la balisai et j'entrepris avec ma sphère du temps de revenir exactement au moment où j'étais parti pour trouver l'erreur et la corriger. Lorsque je revins sur Terre, ma technologie me mena là où se trouvait l'aberration. Mon sang se glaça quand je compris où j'étais.
Était-ce une coïncidence ? Mon pâte s'affola au fur et à mesure que je m'approcha de ce que je compris être l'inévitable. L'aberration n'était autre que Rebecca. Ma Rebecca. Et le pad était formel. Elle n'était pas censée se trouver à cette époque. Elle n'était pas née à la bonne année, ni même au bon siècle. La vraie Rebecca Tourminet vivait actuellement en 2018. La mienne n'était qu'une version alternative. Le regard qu'elle me jeta fut la chose la plus douloureuse qu'il m'avait été donné de voir. Je n'avais même pas dématérialisé ma combinaison. Moi qui si longtemps avais résisté à la tentation de tout lui avouer, l'ironie du sort voulait que cela arrive malgré moi, et dans la pire circonstance possible. Mais je ne pouvais pas être celui qui se dérobe. Mais c'est quoi cette tenue, Nathaniel ? Et comment tu as fait pour débarquer d'un coup comme ça ? Plutôt que de lui déverser un grand discours sur tous les secrets de ma vie, je restais avare de mots, et l'amena directement à la fin des temps, sur cet astéroïde au filament doré. À cet endroit, je lui parlais de mes recherches, des expériences que j'avais menées et tout ce que j'avais créé pour en arriver là. Enfin, je lui avoua alors la vérité. Rebecca, tu n'es pas toi. Tu n'es qu'une variante de la véritable Rebecca Tourminet. Tu es bien directrice du lycée Roosevelt dans l'Ohio. Mais en 2018. Je sais pas comment expliquer comment c'est possible, pourquoi tu serais né des siècles et des siècles plus tard. Mais tu es une aberration. Et tôt ou tard, il faudra te corriger. I am king!